Maintenant, on va vraiment plus rentrer dans le détail de l'historique des phénomènes aériens mystérieux. Et on va remonter assez loin dans le temps, jusqu'à la préhistoire. Bon, on va quand même se concentrer plutôt sur le 20e et 21e siècle. Mais c'est vrai que les observations de phénomènes un peu étranges dans le ciel sont vraiment très très anciennes et remontent même presque à la nuit des temps, hein. Il a été trouvé dans certaines vieilles cavernes préhistoriques des signes rupestres qui ont soulevé des énigmes parce qu'on y voyait des représentations humanoïdes qui ne semblaient pas correspondre à des formes humaines. Par exemple, à Charama, dans le centre-est de l'Inde, on a vu des personnages avec des têtes triangulaires et des grands yeux noirs. À Val Camonica en Italie, on a des visages qui semblent recouverts par une forme ronde et des excroissances comme des tiges, comme des antennes par exemple. En Algérie, dans le massif du Tessili, on a une fresque qui représente ce qu'on appelle un grand dieu blanc qui pourrait ressembler à un cosmonaute, tout comme à Second Canyon aux USA, dans l'Utah, où on voit des créatures plus ou moins étranges. Apporter une réponse à cette question, c'est difficile, puisque on ignore le mode de vie et la mythologie qui existait à l'époque. Ça peut être tout simplement une proto-religion, du chamanisme, des fresques qui sont inspirées par une consommation de drogue végétale. Certains y ont vu des êtres venus d'ailleurs, c'est notamment la théorie des anciens astronautes qui a été élaborée dans les années 70 par l'écrivain français Robert Charroux, mais tout ça c'est très contestable, ça ne repose pas sur des bases sérieuses et vérifiables, c'est juste une théorie parmi d'autres. La beauté qu'on sert que c'est de l'interprétation uniquement, quoi. Tout à fait. Et puis on remarquera que dans les mythologies anciennes, il existe tout un bestiaire assez fantastique et assez large de dieux, d'êtres étranges, de créatures mi-animales, mi-hommes. Si on prend par exemple la mythologie grecque, on y trouve des centaures, des hydres ou d'autres créatures qui n'ont jamais existé. Mais pourtant, à l'époque, on considérait qu'elles étaient réelles. Bon, ça ne veut pas dire que ces dessins correspondent à une quelconque réalité. Alors, il y a un cas moi qui m'intéresse en particulier, c'est un cas qui est en Australie, dans les Kimberley Range. C'est la grotte de Wandjina. Dans cette région en Australie, on a trouvé des représentations d'êtres étranges, et notamment, bon, ils ont une tête ronde, des yeux noirs, un nez minuscule, ils ont parfois un halo autour de la tête. Ça ressemble énormément à la représentation des petits gris, c'est-à-dire une des Mm. races extraterrestres supposées. C'est vrai que c'est troublant. Vous Euh, savez, chers auditeurs, souvent les extraterrestres qu'on voit avec une grosse tête et puis des gros yeux en amande noire, là, quand on regarde, c'est une fresque rupestre, hein, un dessin qui a été fait par les aborigènes à l'époque. On a vraiment l'impression de voir voilà, une tête d'extraterrestre, hein. C'est vraiment. Après, ça peut être aussi je sais pas, ça pourrait être autre chose, un papillon peut-être, mais c'est vraiment très 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 troublant, hein. Bon, moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller dans les Kimberley. Je suis pas passé très loin à l'époque, hein. Quand je suis passé dans cette région qui est plutôt située au nord de l'Australie, c'était pas la bonne saison. Donc c'est vrai que c'est quand même une région qui est assez difficile d'accès, hein, à cette saison-là, la saison des pluies. On peut accéder qu'en 4x4 au mieux. Donc c'est vrai que je regrette parce que ça avait vraiment l'air assez, vraiment très intéressant. Bon, moi j'ai eu l'occasion de voir d'autres sites aborigènes, mais c'est vrai que les aborigènes c'est un des plus anciens peuples qui a vécu sur Terre, hein. Donc peut-être qu'ils ont vu des choses, hein, bizarres, je sais pas. On saura jamais sûrement, mais bon. à l'époque, c'est un mythe local qui considérait que c'était des êtres qui étaient descendus des nuages ou en accompagnant la pluie pour instaurer un ordre social. Voilà où est la légende, mais ça reste qu'une légende, il n'y a aucun fondement qui puisse la rattacher à la réalité. Et en France aussi, on a des lieux aussi qui sont intéressants en France, hein. Tout à fait. Alors, il faut savoir que dans l'art pariétal préhistorique, les représentations humanoïdes sont très très rares. On a une en France, donc dans la grotte de Pêche-Merle, dans le Lot, où on voit un personnage visiblement à tête d'oiseau et dont le corps est percé de flèches. Et on a une représentation dite tectiforme qui ressemble à un toit, une hutte. Certains y ont vu d'autres représentations qui pourrait paraître étrange. Mais il faut savoir que quand on visite les grottes préhistoriques, même les guides ne peuvent pas expliquer le sens des mains négatives. Les scènes de chasse les plus courantes
ou à quoi correspondaient ces représentations. Alors quand on a des représentations humanoïdes, comment on peut les interpréter? On ne peut pas en tirer grand-chose. Parmi les arts mystérieux, on pourrait citer après plusieurs œuvres dans le monde qui ont fait polémique, notamment les statuettes d'Ogu au Japon, qui représentent des personnages assez épais, avec des yeux circulaires, fendus, qui pourraient faire penser à des astronautes. Mais en fin de compte, il s'agissait surtout de statuettes représentant un culte de la fertilité. De même, des statues... Oui, mais Franck, je me permets d'intervenir. Tu sais qu'il y a aussi une théorie comme selon laquelle la vie aurait été amenée sur Terre par des êtres venus d'ailleurs aussi. Hein. Oui, c'est une idée qui est souvent présente dans différents mythes. Et dans des films aussi. Je Et pense dans aussi dans à les films. Prometheus, là, tu sais, là, ce qu'ils appellent les architectes qui viennent, et c'est eux qui viennent sur la planète et puis qui amènent leur ADN, tu sais, dans l'eau et Oui. créent la vie. Hein. Comme s'ils seraient les créateurs ou les ensemenceurs de la race humaine. Donc voilà. Donc effectivement, c'est une idée qui est parfois exploitée dans la science-fiction, parfois par certains auteurs aussi qui soumettent cette hypothèse, mais pour l'instant, on n'a rien qui la certifie. Dans différentes formes d'art, on trouve d'autres créatures, tout aussi diverses, comme les statues reptiliennes en Irak, qui datent de la période du Bède, c'est-à-dire 5200 à environ 4000 avant Jésus-Christ, où on voit des hommes et des femmes avec des têtes de serpent et les crânes allongés. Et là, il pourrait s'agir juste d'un culte local et qui ne certifie pas, bien sûr, que les créatures reptiliennes puissent exister. Parce qu'il faut quand même dire aux auditeurs que les reptiliens sont aussi, c'est aussi une théorie un peu sur les reptiliens, donc une race extraterrestre qui aurait envahi, infiltré la planète, hein, et puis qui se cacherait justement sous les traits de personnes humaines. Oui, ça c'est une thèse qui a été développée par un auteur nommé David Icke, mais qui est très controversé. D'autant plus qu'il a été... il y a d'autres théories qui ont été avancées pour ces statues reptiliennes, parce qu'on a aussi trouvé des crânes allongés dans certains sites funéraires. Mais il faut savoir qu'à l'époque, dans ces temps reculés, certaines peuplades avaient recours à l'allongement des crânes des enfants. Au moyen de bandeaux et de tissus, ils déformaient le crâne des enfants pour les allonger, et c'était réalisé à des motifs esthétiques. Donc voilà pour les explications cartésiennes. On a d'autres anomalies qu'on appelle les out of place artefacts, c'est-à-dire que c'est des objets qui paraissent anachroniques et qui laisseraient supposer une intervention, une interférence extérieure. Comme par exemple la pile de Bagdad, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui était, on a trouvé une jarre et des morceaux métalliques qui pouvaient laisser croire qu'il s'agissait d'une pile. Bon, ce qui est impensable à cette époque-là. Donc c'est encore en Irak, encore. Hein. Encore en Irak. Et tu sais que moi, un petit aparté, là, j'ai entendu une théorie, mais bon, là, on est vraiment un peu dans le délire, je pense. Comme quoi, la première guerre d'Irak, en fait, les Américains, ils en auraient profité pour, tu vois, récupérer des objets, des éléments justement relatifs à une vie extraterrestre supposée, tu vois. Ah bon, là, on est plus dans la science-fiction, dans la fiction, je pense. C'est de la science-fiction. Par contre, concernant les faits, il est vrai que lors de l'invasion de l'Irak, le musée de Bagdad a été cambriolé par des gens très organisés qui disposaient d'explosifs et qui savaient très bien, qui connaissaient l'emplacement des pièces les plus importantes et les plus rares. Ouais. Donc on n'en sait pas plus pour... en tout cas, c'est vrai que pour un romancier, c'est intéressant. Genre d'histoire. C'est une bonne base c'est intéressant, c'est passionnant. Hein. Mais bon, à mon avis, les objectifs devaient être plutôt financiers qu'autre chose. Oui. On sait qu'il y a un gros marché noir qui existe, un trafic d'œuvres d'art dans le monde. Alors, je crois que plus tard, la Bible, il y a des textes aussi qui sont un peu... Voilà, dans la Bible ou certains autres textes religieux, on a trouvé des phénomènes aériens. Notamment dans le livre d'Ézéchiel, où il est question de phénomènes aériens, de colonnes de fumée ou de feu, de téléportation. Des chariots de feu, des roues de feu aussi. Des roues de feu, des roues volantes.
Donc effectivement, ces textes prêtent à polémique, puisqu'on y trouve des anges aussi, des roues volantes des chars. Mais il faut rappeler que c'est un texte religieux qui décrit des faits extraordinaires qui ne reposent sur aucune base scientifique. D'autre part, certains auteurs qui ont décortiqué les textes religieux ont trouvé de multiples anomalies géographiques et historiques. Et je pense que ce serait une erreur de prendre à la lettre un texte religieux. Certains croient voir des liens avec les manifestations modernes, mais c'est qu'une interprétation. Dans les mythologies indiennes, et notamment dans le livre Le Mahabharata, il est fait mention d'engins volants nommés les Vimana. Ce qui est curieux, c'est qu'on trouve des descriptions précises de ces engins dans des œuvres comme aussi le Ramayana et le Bhagavata Purana et d'autres textes védiques qui décrivent les formes, les compositions, l'agencement, les modes de décollage, les vols stationnaires de ces engins. Déjà à l'époque. Ah oui. Parce que ça, on retrouve ça encore de nos jours, hein. Tu sais, les performances tout à fait incroyables de certains engins volants, c'est ça, on trouve exactement la même chose, hein. Ah oui, c'est-à-dire que dans l'époque moderne, on observe par exemple des vols stationnaires suivis d'accélérations fulgurantes. C'est ça, hein. Donc ça peut être un point C'est ancien, commun, mais il faut donc ce livre, par exemple Mahabharata, qui décrit des batailles entre les dieux et les démons, donc comporte des détails précis, mais il convient de préciser qu'ils sont tout aussi fantastiques. On voit des éléments improbables comme des guerriers combattant sur des rhinocéros, sur des hérons, des poissons. De part, il y a eu un gros décalage historique entre les faits racontés dans ce livre antérieur au deuxième millénaire, et puis sa réelle écriture qui a commencé à peu près au 6e siècle. 6e, 5e siècle, donc ce qui fait 15 siècles de décalage. Donc on peut douter de la réalité de tous ces événements. De par le moteur à mercure de ces Vimana est très peu vraisemblable scientifiquement. Les machines représentées sur des schémas sont des concepts contemporains. Il n'y avait pas de représentation à l'époque de ces engins-là. Donc tous ces éléments font douter. De toute façon, toute cette période-là, voilà, on est vraiment c'est à prendre avec des pincettes, quoi. C'est vraiment, on peut pas du tout être affirmatif, quoi. Voilà, non, parce que c'est invérifiable, c'est trop loin, puis c'est des textes fantastiques, extraordinaires ou religieux. Un peu plus... On va peut-être, si tu veux, Franck, on va peut-être remonter un peu, avancer un peu plus dans l'histoire, pour se rapprocher. On peut parler peut-être un petit peu du Moyen-Âge, de la Renaissance, peut-être. Très vite, hein. Oui, très vite, juste pour les évoquer. Je pourrais parler du Julius Opsakes, qui est un écrivain romain du IVe siècle après Jésus-Christ, qui a écrit le livre des prodiges, qui retrace des faits étranges qui se seraient produits entre moins 254 et moins 11 avant Jésus-Christ, sur les différents consulats romains. Et dans ce livre, on distingue deux types d'événements. Des événements naturels qui étaient considérés à l'époque comme des présages divins, malgré le fait qu'il n'y a rien d'irrationnel dedans, comme des tremblements de terre, des affaissements de terrain, des animaux difformes, des statues touchées par la foudre, des serpents ou des essaims d'insectes dans les temples. Et la deuxième catégorie, c'est plutôt des événements extraordinaires ou des miracles. Et parmi eux, on trouve des événements aériens. Quelques exemples. Dans le consulat numéro 9, je cite, « Au plus épais de la nuit, on vit dans le ciel des lances ardentes. » Dans un autre consulat, à Consa, on vit des armes volées dans le ciel. Un autre, dans le territoire de Tarquini, on vit de divers endroits une torche ardente tombée d'un coup. Vers le coucher du soleil, on aperçut un corps rond de la forme d'un bouclier, prenant cette direction de l'Occident vers l'Orient. Ça peut être une comète, un phénomène pour l'instant, oui, je vois pas de comportement intelligent sur celui-ci. Par contre, le suivant est un peu plus intriguant. Au territoire de Spolète, un globe de feu de couleur or tomba jusqu'à terre en tournoyant. Puis, devenu plus grand, il s'enleva de terre, se dirigea vers l'Orient et couvrit le disque du soleil. Ah oui, là c'est plus intéressant. Ça implique qu'il y a un atterrissage et il redécolle derrière. Tout à fait. Ouais. Donc là, on est sur un comportement qui démontre une certaine intelligence. C'est rare que les météorites redécollent une fois qu'elles se sont écrasées. Hein. Tout à fait. Néanmoins, il faut prendre peut-être du recul par rapport à ces textes anciens et pas forcément les prendre au pied de la lettre, parce que c'est difficilement vérifiable. Il nous faudrait d'autres sources.
Ça pourrait être une superstition, un événement mal interprété. Et d'autre part, dans ces livres relatent aussi des faits qui pourraient paraître extraordinaires, mais qui ont un côté absurde, comme des animaux parlants, des spectres, ou des rats rongeant des colonnes d'or. Donc ça peut faire douter du reste, tous ces éléments-là. Voilà pour les événements antiques. Au Moyen-Âge, il y a eu quelques tableaux qui ont fait polémique. Les tableaux mystérieux, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, ils sont dans ton livre, tu en as mis quelques-uns. Oui, un des plus Effectivement. connus est sans doute la gravure de Hans Glaser, conservée à Zurich, à la Centrale Bibliothèque, qui décrit une bataille aérienne qui se serait déroulée le 14 avril 1561 à Nuremberg. Avec un texte, de nombreuses personnes ont vu des sphères rouge sang, bleu ou noir, des disques en grand nombre autour du soleil levant. Le spectacle a duré 1 heure et a paru tomber à terre comme s'il était en feu. Puis tout s'est consumé dans une grande brume. Ça peut être une pluie d'étoiles filantes. Donc il pourrait s'agir d'une pluie d'étoiles filantes, effectivement une confusion. Sur la gravure, bon, on voit des formes en cylindre, en cercle, en croix et en arc. Une semble s'être écrasée au sol puisqu'on voit des fumées. Concernant les approches sceptiques, des auteurs ont fait remarquer que l'auteur n'a pas vu le phénomène. Ils ont avancé l'hypothèse d'un parélie. Donc là, c'est un phénomène où on voit plusieurs soleils et éventuellement un arc qui les relie. Ce qui est le cas sur cette gravure où on voit un arc. Cependant, il y a d'autres formes et ça n'explique pas non plus les mouvements. Donc d'autres hypothèses sceptiques ont avancé l'explication d'une conjonction de différents phénomènes naturels inexpliqués. La probabilité me paraît quand même assez rare, donc ça n'explique pas les mouvements. Donc sur ce cas, il reste jusqu'à présent inexpliqué. Tu peux nous parler très vite des tableaux mystérieux peut-être? La fresque du monastère de Visoku-Diekani. Donc c'est une fresque qu'on trouve dans un monastère au Kosovo, en ex-Yougoslavie. C'est vrai qu'on voit des choses un peu étranges dessus. Donc elle était faite en 1350 et on voit donc qu'elle représente une crucifixion du Christ et à droite et à gauche de la croix on distingue des personnages qui sont dans des objets circulaires volants. Donc effectivement c'est très curieux, mais des spécialistes de l'art ancien ont apporté d'autres explications, car il se trouve que ces personnages représentaient à l'époque la lune et le soleil, et on les représentait souvent dans les tableaux de crucifixion du Christ, à droite et à gauche. Ouais, sauf que quand on regarde l'image, on a quand même l'impression qu'il y a du mouvement, tu vois. C'est vrai que l'image de droite, là, on a vraiment l'impression que l'objet avance, quoi. Hein. Parce que tous les rayons sont d'un seul côté, en fait. Donc on a l'impression qu'il y a un mouvement, qu'il y a une dynamique. Le personnage est un peu le pilote ou le passager. C'est vrai que c'est troublant. Oui, c'est troublant. On a une vingtaine d'autres tableaux sur lesquels on voit des formes aériennes un peu curieuses. Très souvent, les spécialistes de l'art ancien apportent d'autres explications qui me paraissent crédibles, qui sont liées à l'iconographie angélique de l'époque. On représentait des anges, mais aussi des rayons, l'Esprit Saint, des nuages qui étaient en fait compte des couronnes d'angelots. Ces tableaux sont vraiment à regarder dans le détail parce que c'est effectivement, par exemple dans le baptême du Christ de Erd de Golder, on y voit un disque qui projette des rayons. Mais quand on regarde le tableau de plus près, on s'aperçoit qu'il y a une colombe au centre de ce disque. Et c'était une représentation de l'Esprit Saint. Donc, effectivement, il y a quelques mystères qui demeurent, mais les explications rationnelles apportées par les spécialistes de l'art ancien me paraissent convaincantes sur ce sujet-là. Donc maintenant, on va passer au XVIIe siècle. La période XVIIe, XIXe, si tu veux. Oui. Donc là, on peut citer le livre de Konrad de Liechtenstein, qui est un humaniste alsacien, qui en 1557 édité le Prodigiorum AC Ostentorum, chronique des prodiges, où il y relate des événements qui terrorisaient les populations à l'époque. Dans un premier temps, on a des pluies de pierres, de liquides colorés ou d'animaux. Ces événements trouvent des explications à notre époque. Les pluies de pierres, des événements très surprenants qui sont liés en fin de compte à des trombes qui peuvent soulever de la pierre ou de la terre. Des tornades aussi, peut-être. Voilà, ou des tornades qui la soulever et la rejeter à d'autres endroits. Concernant les animaux,
Les pluies de poissons existent réellement, elles ont été répertoriées. Et bien là, il s'agit par exemple d'une trombe, une tornade qui peut soulever le contenu d'un étang pour le relâcher ailleurs. Parfois, on remarque une curieuse sélection des volatiles ou des poissons. Alors ça, c'est assez bizarre, mais il semblerait que par les lois physiques, les corps de même taille ou de même forme puissent se regrouper. On a aussi un phénomène de pluie rouge, qu'on appelait les pluies de sang à l'époque médiévale. Et là, il pourrait s'agir de trombes qui s'imprègnent d'oxyde de fer, de terre rouge ou de sang d'animaux déchiquetés. Il y a d'autres explications, par exemple en 2001, en Inde, on a eu des pluies très impressionnantes. On voyait des ruisseaux de couleur rouge sang. C'est vrai que ça peut surprendre, mais d'après les explications des organismes scientifiques locaux, il s'agissait d'une algue spéciale qui a coloré les eaux. Pour ces vieux textes, il est aussi question d'armes et formes géométriques volantes et parfois de batailles célestes. Des événements très curieux à expliquer. Pendant le Moyen-Âge, les auteurs n'avaient pas l'habitude de créer des événements fantastiques, mais ils ajoutaient des détails fabuleux. Ils romançaient, quoi. Enfin, Voilà, ils embellissaient les textes, les faits, quoi. Ouais. Tout à fait. Un événement naturel, comme de la foudre ou de la tempête, pouvait être enjolivé avec des ajouts fantastiques liés à la religion. Ouais. D'autre part, il faut prendre en compte qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de contre-pouvoir. Les gens qui écrivaient étaient sous l'influence de l'Église ou de la royauté, ils ne pouvaient pas en dévier. Et il a été expliqué que certains textes concouraient à sur le pouvoir de l'Église en démontrant qu'il y avait des événements surnaturels ou diaboliques, mais c'était dans le but de renforcer leur influence, quoi. Ouais, donc c'est pas du tout fiable, quoi, c'est clair. Oui, ça manque. Effectivement, parmi la multitude des textes relatant des phénomènes mystérieux au Moyen-Âge, il y en a la majorité ou l'immense majorité qui sont expliqués. Il reste des cas qui restent troublants parce qu'il y a de multiples témoins ou des enquêtes officielles. Mais c'est un peu reculé pour mener des études très poussées. C'est vraiment à partir du 19e siècle, je pense que, voilà, à la fin des années 1800, là, que ça va devenir intéressant en matière d'OVNI. Je crois que c'est là qu'il va y avoir les premières vagues mondiales d'OVNI. Effectivement, au 19e siècle, la presse et les auteurs sont devenus beaucoup plus rationalistes et scientifiques, et on va trouver dans des articles de presse et dans la science des faits aériens inexpliqués qui sont relatés, notamment dans les ouvrages de Charles Fort, qui était un auteur américain qui a publié le livre des damnés en 1919 et dans lequel il relate les faits inexplicables par la science dans les articles de journaux et les revues de son époque. Il en dresse un catalogue des événements paranormaux, des mystères historiques et parmi eux des phénomènes aériens non identifiés. Dans le chapitre 24, par exemple, il relate des observations de disques volants au 19e siècle. Ah ouais, là ça commence. Oui, Trumbull County, Ohio, États-Unis, 1833. On observe dans le ciel un crochet lumineux pendant une averse de météores. Niagara Falls, 1133, on observe un large corps lumineux en forme de tape carrée et presque stationnaire par moment. En France, observatoire de Marseille, en août 71, l'astronome Coggia aperçoit un grand corps rouge se déplaçant pendant 15 minutes avec des manœuvres intelligentes. Trajectoire en angle, zigzag, accélération. Mexique, 1874, une sorte de trompette gigantesque de 130 mètres de long, suspendue verticalement et aussi en doucement et visible 5 ou 6 minutes à haut accent. Mais il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien, on n'a pas de photos. Voilà. Donc c'est-à-dire que le point fort de ces observations, c'est qu'elles sont relatées dans la presse scientifique. Ouais. Mais pour poursuivre cette étude, il me paraîtrait quand même important de voir si d'autres sources les confirment. Il faut savoir que Charles Fort a relaté bien d'autres événements mystérieux, comme des roues lumineuses, auxquelles il consacre un chapitre, mais aussi des lumières avec un comportement intelligent, des engins en forme de torpille, de triangle, des objets volants massifs en relâchant d'autres, et tout ça avant l'apparition de l'aviation, puisque, rappelons-le, le premier avion n'a volé qu'en 1890 et en France sur quelques mètres. Donc, toutes ces observations sont étranges, et un autre événement va s'y succéder. Il s'agit d'une vague de dirigeables mystérieux qui a commencé en 1896 aux États-Unis.
Et c'est vrai que c'est passionnant. Je pense que d'ailleurs que cette vague mondiale est peu connue du grand public, hein. Les airships, ils appelaient ça comme ça. Et Voilà, parce que le mot ovni c'est très n'existait peu pas. connu ça, hein. Alors, si on aborde les faits, la première observation a eu lieu le 17 novembre 1896, où des témoins décrivent un objet ressemblant à une lampe d'arc électrique en forme d'œuf qui survole Sacramento, en Californie, aux États-Unis. Il est notamment signalé des voies émanant de l'aéronef qui volent à basse altitude. Ces observations vont se poursuivre en Californie, autour de San Francisco, et dans une vingtaine d'États dans le centre américain, dans le Middle West. Et ça va s'échelonner pour la première vague de 1896 jusqu'à 1897. Ce qui est très curieux, c'est que ça va s'échelonner dans une vingtaine d'États du nord au sud, des Grands Lacs jusqu'au Nouveau-Mexique, donc une très forte amplitude géographique. Les faits qui relatent ces événements sont la presse américaine, et notamment le San Francisco Call, qui est le journal le plus célèbre, qui va publier plusieurs croquis de ces dirigeables. Le premier dirigeable, le premier a été créé en quelle année? Parce que je sais que le premier Zeppelin, c'était en 1900, il me semble. Voilà. En Europe. Les plus perfectionnés en Europe. Mais si on veut revenir sur l'historique des dirigeables, d'abord il faut faire une distinction entre les ballons et les dirigeables. Les ballons existaient bien avant, donc depuis 1783 le vol de Montgolfier. Et la différence avec un dirigeable, c'est qu'un ballon subit l'action des vents. Il ne peut pas se déplacer contre le vent. Alors qu'un dirigeable est un objet donc, qui est doté d'un moteur et qui peut progresser contre le vent. Un des premiers dirigeables, c'était celui d'Henri Giffard, qui a volé sur 27 km en 1852 entre Paris et Trappes. Il était mu par une machine vapeur. Et en 1884, Charles Renard et Arthur Constantin Krebs, en région parisienne, vont lancer le premier dirigeable nommé la France, sur un contrôlable en circuit fermé sur un trajet de 8 km, et qui va établir un record mondial, en volant à 22 km par heure. Encore, on était à la pointe à l'époque. Oui, il faut savoir qu'à l'époque, les nations les plus avancées en termes d'aérostation étaient la France, qui a initié vraiment ces modèles-là, puis après, ça a été repris par l'Allemagne en 1900, avec notamment le premier vol du Zeppelin LZ-1, qui a volé le 2 juillet 1900 sur l'arc de Constance en Allemagne, en poussant le record mondial de vitesse à 32 km par heure. Mais ce qui est intéressant, je pense, de dire que c'est qu'aux États-Unis, les fameux mystérieux dirigeables, ils affichaient des performances beaucoup plus élevées que celles de l'époque, hein. Je crois ils étaient capables d'aller beaucoup plus vite. Pour répondre à cette question, il faut regarder les performances qui ont été relatées dans les articles de journaux. La base est assez large puisqu'on a 1000 articles de journaux dans plusieurs dizaines de villes américaines donc, qui ont été rapportés. Et ils décrivent des objets géométriques, principalement en forme de ballons, de cigares ou de cônes, comportant des projecteurs orientables, parfois balayant le sol, des tailles variant de 9 à 45 mètres de long, des apparitions majoritairement nocturnes, des lumières intenses pouvant changer de couleur, structures métalliques, fenêtres éclairées, ailes volumineuses, des grondements, bourdonnements, déplacements atypiques, des vitesses qui sont effectivement estimées entre 50 et 150 km par heure. Donc là, étant donné que le record mondial était de 22 km par heure, ça donne une idée de la différence. Il y avait une avancée technologique très importante. Et ce qui est intéressant, ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que les auditeurs n'ont peut-être pas fait attention, tu as parlé d'ailes sur les dirigeables. Effectivement, le souci avec ces observations dirigeables, c'est qu'il y avait des détails qui clochaient apparemment. Il y avait certains dirigeables qui avaient des ailes, d'autres qui avaient des projecteurs. Et on sait que mettre des ailes sur un dirigeable, c'est pas du tout, c'est pas du tout adapté, quoi. C'est un peu contre nature, on a envie de dire. C'est un peu absurde, quoi. Je veux dire. C'est même complètement irrationnel parce que les spécialistes de l'aérostation disent que mettre des ailes sur un dirigeable, ça pourrait l'empêcher de voler. Et dans certains cas, les témoins disent avoir aperçu des ailes battantes. Donc là, on est en pleine science-fiction, ça peut pas techniquement exister. Comme des ailes d'oiseaux, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Et dans d'autres cas, il a été rapporté effectivement des éclairages sous forme de projecteurs.
Mais ce détail ne correspond pas à la technologie de l'époque parce que les ballons et les dirigeables n'étaient pas équipés de projecteurs. Pour un détail technique, c'est-à-dire que les batteries étaient trop lourdes et que emporter un projecteur sur un dirigeable, ça n'était pas commun. Et d'autre part, les aérostiers évitaient les vols de nuit parce que c'était inutile et dangereux. Or, ces dirigeables, ces mystérieux airships étaient principalement observés de nuit. Dans certains cas, il est observé des fenêtres éclairées sur le corps de ces dirigeables. Ce qui est absurde sur la nacelle, oui, mais sur le corps d'un dirigeable, ça n'a pas de sens. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ces éléments absurdes, finalement, en y réfléchissant bien, on pourrait se dire peut-être que ça sert un peu à décrédibiliser justement les témoignages. Parce que si quelqu'un dit qu'il a vu un dirigeable avec des ailes, bon, on va peut-être le prendre un peu pour un... Puisque c'est scientifiquement impossible. Et puis il y a aussi, ça je crois que c'est important, on va retrouver ça de toute façon dans plusieurs vagues après, le mimétisme. À chaque époque, à chaque avancée technologique, on verra des cas mystérieux qui ressemblent un petit peu à la technologie de l'époque. Donc là, effectivement, nous, c'était l'époque des dirigeables, donc on a eu de vagues de dirigeables, de airships un peu bizarres. Et on verra ça plus tard, quoi. Et c'est vrai que c'est drôle, hein. On a l'impression qu'il y a une espèce d'adaptation de ces phénomènes un peu à la technologie de l'époque. Oui, parce que pour la technologie utilisée par ces airships non identifiés ressemble à la technologie qui était plutôt utilisée dans l'aéronautique de guerre, notamment l'aéronautique de guerre Zeppelin dans la guerre 14-18. À partir de 1914, la firme allemande Zeppelin, qui avait développé déjà une vingtaine de dirigeables, a développé une aéronautique de guerre assez imposante. Et elle a même construit des dirigeables de plus de 200 mètres de long, avec lesquels elle a bombardé plusieurs pays, dont la France et l'Angleterre. Et c'était la période qu'on appelait la terreur Zeppelin, entre 1914 et 1916. Et là, on avait des dirigeables qui se déplaçaient à plus de 100 km/h, déjà à cette époque-là. Mais on était 20 ans plus tard. Donc, ce qui veut dire que ces mystérieux airships aux États-Unis avaient des performances comparables à celles utilisées par l'Allemagne 20 ans plus tard. Donc, ils avaient de l'avance. Et on a retrouvé un peu ce même phénomène dans d'autres vagues d'ovnis qui semblaient avoir quelques dizaines d'années d'avance, mais aussi avec des éléments un peu absurdes, qui étaient peut-être volontairement introduits ou non. C'est trop tôt pour le dire. En tout cas, pour terminer pour cette vague d'airships, il y a eu 3 thèses pour les expliquer. Certains journaux ont pensé qu'il s'agissait d'hallucinations, de canulars, d'une influence de la science-fiction un peu naissante, ou de gens qui surconsommaient de l'alcool. Mais cette thèse est peu crédible par rapport à la multiplicité des témoignages, et surtout sur le fait qu'on a eu des témoignages groupés, incluant des notables, des foules entières, et des gens sérieux. L'hypothèse privilégiée était celle du génial inventeur, qui supposait qu'un inventeur avait trouvé une nouvelle technologie permettant de faire voler ces dirigeables mystérieux. Il y a eu beaucoup de tentatives d'escroquerie et de canulars. Et ça tient pas la route. Mais ça tient pas la route. Parce qu'il faudra un hangar gigantesque pour cacher ces engins, quoi. Ça tient pas la route. Il aurait fallu même plusieurs hangars disséminés sur les États-Unis, puisque le même airship a parfois été aperçu à plusieurs centaines de miles de distance. Donc il aurait fallu une découverte révolutionnaire. Donc pour faire le lien avec une série, je dirais qu'on reste dans les mystères de l'Ouest. De nos jours, ce mystère n'a toujours pas été élucidé. Mais il est poursuivi en 1909, où cette fois-ci, de nouveaux dirigeables mystérieux ont continué à être observés dans d'autres pays. En Europe, hein, en Europe. Et partout dans le monde aussi, jusqu'en Nouvelle-Zélande, j'ai lu. En Nouvelle-Zélande, mais aussi en Afrique du Sud. Donc, et comme tu disais, parce qu'à l'époque, non mais à l'époque, c'est vrai que les Anglais qui avaient vu ces mystérieux airships, ces mystérieux dirigeables, ils pensaient que c'était des dirigeables espions venant d'Allemagne, je crois. Hein. Voilà, c'était la thèse privilégiée à l'époque. C'est-à-dire que à partir de mars 1909, dans plusieurs villes du Royaume-Uni, on va commencer à percevoir des dirigeables se déplaçant à grande vitesse, toujours munis de projecteurs. Et d'ailleurs, le premier était observé par un policier, le policier Kittle, sur Peterborough.
Et il était attribué à des engins espions allemands. C'est normal parce qu'il y avait déjà des tensions, on commençait à rentrer dans l'ère de l'avant-guerre. Ça chauffait un peu là. Oui, on sentait que la guerre était imminente. Euh, mais la performance des dirigeables de l'époque, même les dirigeables Zeppelin, ne le permettait pas. C'est-à-dire que pour faire le trajet de Peterborough aux entrepôts Zeppelin, il y a une distance de 1000 km. Donc il aurait fallu faire 2000 km aller-retour. Or, les meilleurs dirigeables de l'époque faisaient 600 km, voire peut-être 1000, et encore, il s'est craché après, celui qui avait fait ça. Il faisait 1000 km d'autonomie. L'Edinburgh, qui a brûlé en 1937, c'est celui-là que tu parles? Celui-là, c'est un peu plus tard. L'Edinburgh, en fin de compte, c'était le plus grand dirigeable au monde. Il faisait jamais construit, 240 mètres de long, et il a été détruit par un incendie en mai 1937. Il y a aussi un truc qui cloche un peu, c'est que est-ce que les Allemands auraient pris le risque d'envoyer des dirigeables comme ça, qui auraient pu se faire abattre par la DCA anglaise, quoi. C'était vachement risqué, hein, d'envoyer des dirigeables. C'est énorme hein, dans le ciel. Hein. Oui, avec des projecteurs en plus, avec des projecteurs, c'est vachement discret, quoi. Oui, pour des appareils espions, il y a plus furtif, hein, j'ai envie de dire. Donc effectivement, il y a ce risque. Si les Allemands avaient vraiment envoyé des dirigeables sur l'Angleterre, ils auraient pris le risque qu'ils soient abattus, capturés, le risque d'un incident international. Et des fois, ces dirigeables volaient assez bas, comme celui qui a survolé Peterborough, c'était juste au-dessus de l'église. Donc ça colle pas. Ça colle pas non plus en Nouvelle-Zélande. Ah ouais, parce que c'est à 18 000 km de l'Europe. Hein, et le record d'endurance, à ma connaissance, quelques années plus tard, c'était 6500 km, et c'était un dirigeable allemand donc, qui a traversé l'Afrique. Et il a fait 6500 km sans s'arrêter. Mais là, on est à 18 000 km. Donc après, il faut partir sur des hypothèses de construction locale, ou le fait que le dirigeable aurait pu être secrètement amené de bateau jusqu'à Nouvelle-Zélande. Mais je vais rappeler qu'officiellement, la firme Zeppelin n'avait que 20 dirigeables avant 1914. Alors comment aurait-il pu en envoyer en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande? Donc c'est les questions qui sont posées. C'est vraiment très étonnant, hein, parce que... Ouais. Et cette nouvelle vague de dirigeables mystérieux n'est toujours pas résolue jusqu'à maintenant. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment très méconnu, parce que moi je ne connaissais pas du tout cette période-là, je connaissais pas du tout ce phénomène, enfin toute cette histoire quoi, de mystérieux dirigeable. Effectivement, c'est assez méconnu. Tout comme le phénomène des avions fantômes. Alors ça a été observé en Roumanie et en Russie, et notamment en janvier 1913. C'est un ufologue nommé Ion Obana, qui est un ufologue roumain, spécialisé dans les pays de l'Est, qui a parlé de rapports militaires stipulant que des soldats dans différentes casernes ont tiré sur des aéroplanes qui survolaient l'espace aérien roumain et russe la nuit, et ils étaient dotés de projecteurs. Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que là encore, l'éclairage sur les aéronefs n'était que expérimental à l'époque. Le premier vol disposant d'un éclairage, c'était un Français, en 1910, un Argentin, Émile Aubrin. Non, mais moi c'est vrai que c'est bien de rappeler que voilà qu'on a eu tous ces inventeurs en France. Hein. Alors maintenant, excuse-moi Franck, je vais accélérer un petit peu. On va peut-être passer maintenant à la Deuxième Guerre mondiale. Je sais pas si tu es d'accord. Tout à fait, parce que on a eu un petit phénomène d'avions fantômes en Suède en 1933-1934, mais les incidents ufologiques qu'on suivi, c'est surtout en 1942, pendant la nuit du 24 au 25 février aux États-Unis. Alors, je crois que ce qu'on peut dire, et ça c'est vrai, ça se vérifie aussi lors de tous les conflits armés, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup d'observations d'ovnis dans le ciel. Pourquoi ? Parce que voilà, à chaque fois ça impliquait des combats aériens, il y avait beaucoup d'avions, et Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'observations dans les deux camps, on va y revenir. La guerre de Corée aussi, je crois qu'il y a eu pas mal d'observations. Comme si, bon, ceux qui croient à l'hypothèse extraterrestre disent que peut-être qu'ils en profiteraient pour venir se balader dans notre espace aérien à cette occasion, peut-être. On ne sait pas. Tout à fait. Les deux hypothèses sont lancées, soit il pourrait s'agir de prototypes secrets inconnus, ou alors c'est signe d'intelligence exogène qui surveille les activités humaines, et notamment les guerres. Alors là, on va aborder un événement
qui est aussi très méconnu, je pense, des auditeurs de l'émission, et même du public, grand public en général, hein. C'est la fameuse bataille de Los Angeles de 1942. Si tu veux nous expliquer brièvement le Alors, contexte. la côte américaine était déjà sous pression parce que quelques jours avant, un sous-marin japonais avait émergé et avait tiré des obus sur un champ pétrolier. À Elwood, je crois. Voilà, Hmm. c'est ça. Et cette nuit du 24 au 25 février, vers Santa Monica, des ONF non identifiés sont repérés. Et le plus gros des engins est resté en vol stationnaire sous les photos de projecteurs. Les photos ont été publiées dans la presse et comme il était inidentifié, évidemment, il était canardé par la DCA. 1400 obus ont été tirés sur cet objet qui est resté statique, toujours en vol stationnaire, et de petites lumières ont commencé à émerger. Cet objet ont tourné autour. Les salles vont durer à peu près 1 heure, sans que ça ait eu aucun effet sur cet objet. Non, ce sont des très mauvais tireurs, autrement. Euh, alors, 1430 obus exactement ont été canardés. Et ils n'ont pas raté, hein, ça c'est sûr, d'autant plus qu'il était sous le feu de différents projecteurs. Les images, il y a des photos qu'on retrouve dans la presse. Et on le tourne dans ton livre d'ailleurs, hein. Et donc, pour les explications, il a été supposé que ce soit un des aéronefs, des prototypes secrets japonais à l'époque, mais ça n'a pas été plus loin. On voit ça souvent de toute façon, hein, lorsqu'une armée donc constate l'existence d'objets volants non identifiés un peu mystérieux. Souvent, ils ont tendance à les attribuer au camp adverse, quoi. Des prototypes secrets de l'ennemi, quoi. Donc là, c'était les Japonais, mais on verra aussi après, on a aussi accusé les nazis, voilà, de développer Par exemple, pour les Foo engins. Fighters. Voilà. Alors, une autre énigme donc, qui s'est déroulée dans la Seconde Guerre mondiale, c'est que des pilotes et des équipages d'avions ont rapporté que des sphères lumineuses suivaient leur formation. Et on décrivait habituellement des lumières colorées, blanches, jaunes, rouges, oranges, argentées, parfois d'aspect métallique, qui apparaissaient plutôt lors des sorties nocturnes et qui suivaient des avions avec un comportement intelligent, des facultés hors normes. C'est ce qu'on appelait les Foo Fighters. Les Foo Fighters, oui. Alors pour les auditeurs, les Foo Fighters, ce n'est pas un groupe de rock. À la base, les Foo Fighters, c'est ce phénomène étrange qui était observé dans le ciel. Et ce qui est troublant, c'est que ces Foo Fighters ont été observés par tous les camps, en fait, hein, toutes les armées de l'air du monde à l'époque, hein. C'est-à-dire les Japonais, la Luftwaffe aussi, l'aviation de guerre allemande, voilà, observaient aussi ces phénomènes et les attribuaient aussi à l'ennemi, aux Américains cette fois. Voilà. C'est-à-dire que si on commence par les Américains, donc plusieurs rapports militaires en ont fait objet. On a eu de nombreuses déclarations et des articles de presse en 1944 et 1945 qui pensaient que ces Foo Fighters étaient d'origine nazie, que c'était une arme secrète. Une arme qui était censée, comment dire, dérégler les instruments de bord des avions, je crois. Or que oui, mais c'était pas le cas. C'est-à-dire que ces objets suivaient les avions. À ma connaissance, ils ne se produisaient pas d'interférence. Par contre, ils se comportaient jamais d'une manière offensive. Ils étaient plutôt neutres et ils suivaient les avions. Il n'y a jamais eu cas d'attaque de Foo Fighters rapporté. D'accord. Les Allemands les appelaient les Krautbolid et ont été aussi... Krautbolid, c'est trop drôle ça peut être. aussi été témoins de ce phénomène, et les Japonais aussi. On a quelques photos, mais elles sont controversées. Donc ce phénomène était très curieux. À cela s'est ajouté, à la fin de la guerre, une vague de fusées fantômes appelées Ghost Rocket en Suède et en Finlande. Des objets ressemblant à des cigares, des missiles, des avions sans ailes ou des fusées, avec des flammes pouvant sortir par l'arrière, se déplaçant généralement de nuit, silencieusement, en émettant des sifflements, avec des vitesses pouvant être très lentes et très rapides. Dans certains cas très curieux, certains semblaient percuter le sol ou exploser, mais on ne trouvait pas de débris. Ça a intéressé beaucoup les Américains qui ont envoyé le général Doolittle pour enquêter sur place. Et il y a eu vraiment des pics très importants. Par exemple, entre le 9 et 12 juillet, 300 cas reportés pour un total de 2000 signalements. Alors ce qui est assez drôle, c'est que on sait qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, justement,
les nazis ont développé toute une gamme hein, de missiles, d'armes balistiques comme ça, de Les fusées. V1 et les V2 Et notamment. c'est drôle, tu vois, à la même époque apparaissent ces mystérieuses fusées fantômes aussi, quoi. Et je sais que bah, toute la Scandinavie, ces pays-là, avaient été aussi occupés par les Allemands. Donc, tu vois, c'est marrant encore, hein. Pour C'est, être plus précis, c'était une base qui avait été prise par les Allemands puis récupérée par les Russes. À l'époque, l'hypothèse que ces fusées proviennent de cette base avait été avancée. Mais en fin de compte, les Russes ne disposaient pas à l'époque de la technologie nécessaire pour propulser des missiles avec ces performances. Voilà, ça ce sont les grands événements marquants jusqu'en 1946. Et il va y avoir une césure dans la chronique ufologique qui va se dérouler en 1947. Donc effectivement, Franck, on va arriver à une date super importante, hein, 1947, parler de Roswell. C'est la fin de la deuxième partie donc, du Lionel Cammy Talk consacré au phénomène OVNI. On va se retrouver donc très prochainement pour continuer la chronologie des phénomènes OVNI partout dans le monde. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Bye.